Abdella Aboularjane, là, sur cet aspect, c'est un business comme un autre. On y travaille comme ailleurs, avec des règles un petit peu différentes, mais bon, c'est pas si différent du secteur classique privé. Disons que quand on dit quel est l'objectif d'une entreprise, quand on nous apprend ça dans les écoles de commerce, on dit une entreprise, son objectif, c'est de gagner de l'argent. Et ensuite, elle fait beaucoup de choses pour ça. Parce que c'est aussi la condition de sa survie quand même. Complètement, mais c'est l'objectif premier. Et si on regarde le spectre global des entités qui créent de l'emploi et de l'activité, on a d'un côté les entreprises qui sont là pour gagner de l'argent, et c'est leur objectif, et c'est tout à fait louable. Et de l'autre côté, on a des entités qui sont plutôt là pour de la charité. Et entre les deux, il y a tout un spectre qu'on peut appeler l'économie sociale et solidaire, avec un nouveau mouvement depuis une vingtaine d'années qui s'appelle l'entrepreneuriat social, qui apporte des innovations en termes de création de valeur et en termes justement de création même d'hybridation entre les différents secteurs, qui fait que l'objectif premier n'est plus uniquement faire de l'argent. Il est de s'attaquer à une problématique sociale et de voir comment, en utilisant différentes ressources et parfois même les outils de l'entreprise, répondre à ce problème social. Alors ça ne veut pas dire ne pas gagner d'argent quand même. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Absolument. Alors, gagner de l'argent, ce n'est pas la même chose qu'avoir comme objectif premier gagner de l'argent. Gagner de l'argent dans l'économie sociale, c'est une résultante, c'est un outil. C'est-à-dire que si on ne permet pas à son projet de survivre et de pérenniser, globalement, la question à laquelle on s'attaque, au bout d'un an, on ne pourra plus s'y attaquer. Donc on le ramène à être un moyen et on n'en fait plus un objectif, comme c'est dans le secteur classique, si on peut dire comme ça. Claire Marinco, vous êtes d'accord? Pour compléter, oui, je suis tout à fait d'accord. Pour compléter, la différence peut aussi se situer au niveau de la répartition de la richesse produite. C'est aussi un des 4 grands principes qui permet de définir ce secteur. C'est comment finalement la richesse qui a été produite est répartie au sein de l'entreprise. Donc il y a un système, un statut qui est le statut coopératif, qui sont des sociétés à capitaux, des SA ou des SARL, qui ont un système coopératif qui leur permet de répartir cette richesse produite à l'égard de toutes les parties prenantes, je dirais, de l'entreprise. À la fois les salariés, qui ont aussi la possibilité d'être associés, et aussi de pouvoir constituer un certain nombre de réserves, ainsi que des réserves impartageables qui vont permettre de réintroduire le business dans l'entreprise. Alors, je suis sûre qu'il y a des chefs d'entreprise qui disent « mais moi j'ai toujours fait ça ». Voilà. Donc on n'est vraiment pas dans une opposition. Et d'ailleurs, l'activité menée par la nouvelle PME le montre. Il y a aujourd'hui des TPE et des PME qui sont tout à fait dans cette disposition d'esprit. Le secteur de l'économie sociale et solidaire, par un statut, par un certain nombre de pratiques, peut du coup être une source d'inspiration aujourd'hui pour l'ensemble de ces entrepreneurs citoyens qui s'interrogent sur leur impact social, leur impact environnemental. BFM Business, Grand Paris, Caroline Brun. Nous reprenons notre débat sur l'économie sociale et solidaire avec Claire Marinco, la directrice de l'atelier, qui est donc la structure mise en place par le Conseil régional d'Île-de-France pour favoriser l'économie sociale et solidaire. Et je reçois aussi Abdella Aboularjane, qui est le président de la nouvelle PME, donc une fédération de clubs d'entrepreneurs qui s'efforce là encore d'aider les TPE et les PME à se développer. Alors Claire Marinco, je le disais en lancement de cette émission, donc semaine spéciale, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut y apprendre et comment se déroule-t-elle? Alors, c'est la semaine de l'entrepreneuriat dans l'économie sociale et solidaire à l'atelier à partir d'hier, à partir du 21 mai. Alors, en fait, ce sont des activités que l'on mène déjà depuis un petit bout de temps. Vous avez cité qu'on a été créé depuis 2007 et donc on a choisi de faire un Zoom cette semaine. Et donc, il y a plusieurs activités, mais je vais surtout parler de 3 types d'activités. Cet après-midi, là, en ce moment, se déroule un atelier méthodologique sur l'accès au financement. Donc ça se passe où déjà? Ça se passe à l'atelier au 8-10 impasse Boutron au métro Gare de l'Est à Paris. Donc l'accès au financement est un levier important pour développer le secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc là c'est un atelier méthodologique avec un acteur important qui est France Active. Donc là on s'adresse plutôt à un public d'entrepreneurs, à un public de porteurs de projets qui ont à cœur de se renseigner sur les outils qu'ils vont pouvoir trouver pour financer leurs projets. Ensuite, on a un deuxième Zoom qui aura lieu mercredi soir à 19h, toujours à l'atelier. On lance un cycle de rencontres à destination des porteurs de projets sur le business plan social.
Donc sur finalement l'utilité ou pas d'aménager son business plan dans une logique d'économie sociale et solidaire. Donc là aussi, c'est un atelier méthodo très pratico-pratique pour essayer de, voilà, c'est quoi la différence entre un business plan classique et un business plan d'économie sociale et solidaire. Concrètement, comment je mets en œuvre, comment j'écris mon dossier. Donc des outils pratiques. Abdellah Aboularjane, est-ce que c'est de ça, d'une certaine manière, dont manquent le plus les TPE qui sont intéressés par le secteur, de ne pas savoir au fond comment s'y prendre? Je pense qu'elles souffrent des mêmes problématiques que les autres TPE, c'est-à-dire un écosystème qui est assez opaque. On ne sait pas vraiment vers qui s'adresser pour accéder à certains appels d'offres, même au niveau local. Quand ils ont besoin de financement, c'est toujours très compliqué quand on est une TPE. Les banques ne sont pas, en tout cas là, forcément là pour ça, sauf pour financer quelques actifs très précis. Et nous, on parle d'écosystème parce que c'est vraiment ça qui permet aux TPE de se développer. Être en contact avec d'autres entrepreneurs, échanger avec ses pairs, être mis en contact comme cela avec d'autres acteurs, c'est ce qui permet la pérennité. Et on le voit quand on regarde le taux de pérennité des entreprises à 3 ou à 5 ans. Quand à 5 ans, on est à 50% d'entreprises qui survivent. Celles qui sont dans un écosystème qui les porte sont plutôt à 80% de pérennité. Claire Marenco, est-ce qu'au fond, l'économie sociale et solidaire peut être un garant justement de durabilité, de viabilité d'une entreprise? Est-ce qu'on a plus réfléchi au fond en amont que parfois quand on se lance dans l'entrepreneuriat pour plein de raisons? Pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément. On aura peut-être plus réfléchi à son impact, son utilité sociale. Mais je dirais que les méthodes et la pédagogie sur le modèle économique restent les mêmes. Après, voilà, les différences vont arriver, par exemple, sur le statut coopératif au moment de la répartition des richesses et des dividendes. Là, oui, effectivement, on va avoir une différence. Mais moi, pour moi, franchement, il n'y a pas de différence. Abdellah Aboularjane. C'est pas parce qu'on a des bonnes intentions que ça va jouer sur la pérennité ou le développement de son entreprise. C'est pour ça qu'il est très important de bien travailler son projet avant, et on parlait de business plan social par exemple, alors qu'avant, quand on parlait business plan, c'était seulement pour des entreprises qui devaient gagner beaucoup d'argent. Là, on voit bien, pour pérenniser son activité, qu'on soit à but social ou pas, il faut raisonner comme cela et surtout être entouré. On a la chance en Ile-de-France d'avoir sur Paris effectivement l'atelier qui est un centre ressources sur toutes ces questions-là. Moi, je suis également dans un lieu qui s'appelle La Ruche à Paris, qui est un grand espace dédié aux entrepreneurs sociaux. Le fait d'être comme ça, une trentaine de structures ensemble, on échange et on développe votre expertise, effectivement nos problématiques et on développe nos expertises ensemble. Et il y a d'autres réseaux, par exemple comme le réseau Ashoka qui accompagne les entrepreneurs sociaux sur ces challenges-là, parce qu'on sait que les challenges qui arrivent, le vieillissement de la population, l'appauvrissement d'une partie de la population, etc., c'est essentiellement par l'entrepreneuriat social qu'on peut y répondre, parce que ça crée ça crée de l'emploi, ça met l'accent plus sur la prévention que sur ensuite la réparation. Et ça, d'ailleurs, Ashoka et McKinsey ont fait une étude il y a quelques mois sur ce que l'entrepreneuriat social pouvait faire économiser à l'État. Et on est à plusieurs milliards, quasiment une dizaine de milliards d'économies si on investissait dans certaines grandes entreprises sociales qui, elles, font de la prévention et vont faire économiser à long terme cet argent à l'État. Moi, ce que j'avais aussi envie de dire à ce stade-là, c'est qu'on parle beaucoup de création, mais il faut aussi parler du développement des entreprises qui existent. Je me permets de répondre à une question que vous n'avez pas posée. Il n'y a pas vocation à être une TPE éternellement dans l'entrepreneuriat on a quand même, on en parle aujourd'hui et on est très content de pouvoir avoir de plus en plus de tribunes pour que les citoyens soient informés de l'existence de ce secteur. Mais ça fait des années que des structures existent.
Et aujourd'hui, elles sont dans des logiques de développement, voire d'essaimage. Elles ont justement prouvé qu'elles avaient un business model qui pouvait être performant sur un territoire et sur un secteur. Et aujourd'hui, elles souhaiteraient pouvoir dupliquer ce système. Donc on a des outils en région qui existent, on a des ressources, et c'est aussi un enjeu aujourd'hui fort. On n'est pas que sur la création, on n'est pas que sur la TPE. Il y a des modèles qui existent. On peut tout à fait, par le biais d'un zoom, voir un petit peu les points forts et les points faibles de ces modèles et pouvoir les implanter dans d'autres régions. Justement, Abdellah Aboularjane, qu'est-ce qui fait qu'une toute petite entreprise va vraiment se développer dans ce secteur-là? C'est de l'ambition, tout simplement, comme ailleurs? Je pense que comme pour une entreprise entre guillemets classique, c'est avant tout le besoin. Et sur les secteurs sociaux, on sait que le besoin est important. Donc il y a des possibilités de développement assez importantes. Ce qui bloque, c'est essentiellement les ressources financières. Il y a également un problème au niveau des statuts juridiques. Et là-dessus, le MOVES, qui est le mouvement des entrepreneurs sociaux, fait du lobbying pour créer un nouveau statut qui serait plus adéquat là-dessus. Mais le financement, il y a typiquement plusieurs fonds d'investissement qui se sont créés ces 2 dernières années, Alpha et Omega, porté par Maurice Chéniaud, Entreprise et Plus, par Arnaud de Benibus, qui sont prêts à investir dans des entreprises sociales, donc à mettre de l'argent qui ne perdront pas, mais sans savoir ce que ça leur rapportera et sans le demander d'ailleurs. Complètement. Et donc c'est une vraie évolution. Par contre, il y a là-dessus un effort supplémentaire que doit faire et le gouvernement et certaines collectivités locales pour permettre à ces entreprises sociales d'avoir plus d'impact sur le terrain. Et en calculant leur impact, ils verront que c'est un investissement très rentable pour eux à long terme.